Mes chers compatriotes, en ce 18 juin 2020, de nombreux dirigeants politiques vont commémorer le 80e anniversaire du 18 juin 1940. Voilà certes une activité honorable. Elle fait davantage chaud au cœur que de voir ces dirigeants politiques, qui sont parfois les mêmes, se précipiter pour aller présenter leurs devoirs à la chancelière allemande ou au président des États-Unis à peine ont-ils été élus à l'Élysée. Mais au-delà de l'acte symbolique, qui est, il faut le dire, à la portée de tout le monde, et que l'on peut suspecter de n'être qu'une opération de récupération et de communication à visée électoraliste, la question se pose de savoir qu'est-ce que c'est qu'être fidèle à l'appel du 18 juin 1940, aujourd'hui, 80 ans après, en 2020. Peut-on décemment aller déposer une gerbe ici ou là pour célébrer l'acte fondateur de la France libre, tout en contribuant activement, ou en laissant faire sans réagir, l'asservissement de la France à des forces étrangères et la destruction de tout ce qui a fait notre spécificité historique nationale. Car enfin, à la base de l'appel du 18 juin, il y a un refus fondamental, celui de voir la France trahie et asservie à l'étranger. C'est d'ailleurs l'auteur de cet appel qui l'avait dit lui-même. À l'été 1940, à Londres, l'un des premiers compagnons et qui avait rallié la France libre avait demandé à Charles de Gaulle si son refus de rester auprès des autorités françaises de l'armistice avait été fondé plutôt sur le sens de l'honneur ou plutôt sur le bon sens. Et le général lui avait répondu tout de go « C'était beaucoup plus simple que cela. J'ai eu sous les yeux le spectacle de la trahison et dans le cœur le refus dégoûté de lui reconnaître la victoire. Voilà tout. » Mais les choses sont-elles si simples ? Dans quel état d'esprit faut-il être pour avoir le culot, si j'ose dire, de lancer la France libre et la résistance ? Dans ses mémoires de guerre, Charles de Gaulle a commenté l'état d'esprit dans lequel il était lorsqu'il a lancé son appel du 18 juin. Il l'a dit dans ces termes, je le cite. « À mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. À 49 ans, j'entrais dans l'aventure, comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries. » Une dizaine d'années plus tard, au début des années 1950, André Malraux, dont on sait qu'il était proche de Gaulle, rendit visite à De Gaulle à Colombey. Et le fondateur de la France libre lui lut les premiers chapitres des mémoires de guerre dont il venait d'achever la rédaction. Malraux, qui d'abord était avant tout un écrivain, fit remarquer à De Gaulle que son texte était certes magnifique, mais qu'il ne rendait pas compte des débats intérieurs terribles qui avaient dû agiter son esprit le 17 juin 1940, la veille du 18 juin. Car Malraux se doutait que prendre la décision de quitter la France pour l'Angleterre, pour appeler depuis Londres à refuser l'armistice, eh bien que cette décision n'avait pas dû être si facile à prendre, puisque cela revenait à entrer en rébellion contre le pouvoir politique et militaire de son propre pays. Malraux se demandait et avait demandé à De Gaulle comment celui qui allait créer la France libre avait envisagé dans sa tête cette idée de rompre avec tout son milieu amical et professionnel. Et comment il avait pu percevoir le risque d'être traduit devant le Conseil de guerre. De fait, d'ailleurs, on l'ignore trop souvent, De Gaulle a été ensuite condamné à mort par contumace à 2 reprises par les autorités de Vichy. C'est le journaliste Jean Lacouture
qui raconte cette anecdote dans sa biographie de De Gaulle. Lorsque Malraux posa la question que je viens de présenter à De Gaulle, lorsque Malraux a demandé à De Gaulle ce qui lui avait traversé la tête le 17 juin 1940, celui qui allait se rendre immortel le lendemain en devenant pour toujours l'homme du 18 juin, De Gaulle lui prit les mains et lui répondit d'une voix grave et en détachant les syllabes. Mais Malraux, ce fut épouvantable. Plutôt que de célébrer le 18 juin, ou à côté d'une célébration du 18 juin, on devrait aussi célébrer le 17 juin. L'épouvante du 17 juin. Ce choix épouvantable. Mais alors si ce choix fut épouvantable à faire, pourquoi De Gaulle a-t-il fini par s'y résoudre? C'est là qu'entre toute l'alchimie de la personnalité de cet homme hors du commun, né en 1890 à Lille, dans un milieu monarchiste. Car s'il était né dans un milieu aux valeurs traditionnelles, s'il avait embrassé la carrière militaire, il n'en était pas moins un original et un rebelle dans l'âme. Prenons-en de nombreux exemples tout au long de sa carrière. En 1912, le jeune lieutenant de Gaulle, qui avait été appelé à servir dans le régiment d'Arras commandé par le colonel Pétain, avait déjà rempli ses carnets de notes vantant le mouvement et l'assaut, seul capable, selon lui, de remporter la guerre. À seulement 22 ans, il entrait ainsi déjà en complète dissidence intellectuelle par rapport aux positions de Pétain, qui, lui, était un théoricien de la primauté du feu sur l'offensive. En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, à 27 ans, s'exprimant devant un parterre d'officiers supérieurs au fort d'Ingolstadt, le capitaine de Gaulle n'avait pas craint de dénoncer les erreurs stratégiques et tactiques du haut commandement, depuis Charleroi jusqu'à la guerre de tranchées, et de Gaulle avait stigmatisé la bêtise meurtrière de la stratégie dite du grignotage. En pleine guerre. En 1924, de Gaulle allait avoir 34 ans. À l'école de guerre, le capitaine de Gaulle avait soutenu qu'il fallait conduire la guerre au gré des circonstances et il s'était ainsi opposé frontalement à l'école de guerre. Il s'était opposé frontalement à l'enseignement officiel qui était dispensé par un professeur de tactique générale et qui posait pour principe de définir un comportement de terrain a priori. En 1927, revenons à l'école de guerre, De Gaulle avait prononcé 3 conférences sur le commandement. Il y avait fait, je le cite, l'éloge du caractère. Il avait pensé à son ouvrage Le fil de l'épée, alors qu'il s'adressait à un parterre d'officiers auquel on avait inculqué, avant toute chose, le respect de la discipline. En 1934, le lieutenant-colonel de Gaulle avait publié, sans demander la moindre autorisation à ses supérieurs, son ouvrage intitulé Vers l'armée de métier, qui est un ouvrage de doctrine contredisant totalement l'enseignement officiel. Il était ainsi entré en guerre ouverte avec la hiérarchie militaire, Pétain, Weygand, Gamelin, ceux qu'il va retrouver en 1940 d'ailleurs, et il avait mobilisé en sa faveur et contre le conservatisme de l'état-major des parlementaires non conformistes comme Paul Reynaud, qui allait devenir président du Conseil, et des députés de gauche à l'époque comme Marcel Déat ou Léo Lagrange. En janvier 1940, alors que la France est en état de guerre, le colonel de Gaulle fait distribuer une lettre dénonçant auprès de 80 personnalités politiques et militaires l'incapacité et l'aveuglement de l'état-major. Et il somme les destinataires d'intervenir au plus tôt pour contraindre le haut commandement à adopter une stratégie contraire à celle fixée. Normalement, enfin dans tous les pays du monde, cela aurait dû lui valoir la mise à pied immédiate, un conseil de discipline. Parce que De Gaulle est en fait un colonel qui crie devant l'ennemi, face à l'ennemi, il crie aux troupes « Vos chefs sont des incapables et vous êtes désarmés », ce qui malheureusement était vrai. Et la déliquescence de la France de 1940 était telle que cela ne lui avait même pas valu une remontrance. Il faut dire qu'il avait des appuis, notamment
auprès de Paul Reynaud. Paul Reynaud qui était un homme intelligent et qui était plutôt partisan des opinions de Charles de Gaulle contre l'état-major représenté par Pétain, Weygand et Gamelin. Le 24 mai 1940, alors que la bataille fait rage et que le colonel de Gaulle vient de prouver le 17 mai à Montcornet, près de Laon, que lorsqu'elle est dotée de chars moyens et de chars lourds, l'armée française peut faire face au Panzer d'Adolf Hitler, eh bien de Gaulle se précipite chez le général Touchon qui commande la 6e armée et il lui réclame, suite à son succès à Montcornet, de se voir confier 2 ou 3 autres divisions pour tenter d'opérer la jonction entre les armées du centre et celles du nord. Ça suppose un bouleversement complet du plan de bataille que Weygand est en train de substituer à celui de Gamelin. Et tout ça alors que de Gaulle n'est encore qu'un simple colonel. Le 6 juin 1940, alors que la France est en train de s'effondrer, Paul Reynaud, président du Conseil, se décide enfin à promouvoir de Gaulle au grade de général de brigade. Et il le fait entrer au gouvernement comme sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale, et cela malgré l'opposition de plusieurs membres du gouvernement et de l'opposition claire et nette de Pétain et de Weygand. Les 11 et 12 juin 1940, au château du Muguet à Briare, devant Winston Churchill, le Premier ministre britannique a fait le déplacement pour rencontrer le gouvernement français alors que la France est en pleine débandade, eh bien Winston Churchill découvre avec effroi que Pétain, Weygand, Gamelin veulent en fait demander l'armistice. Weygand demande simplement une couverture aérienne du Royaume-Uni, mais Winston Churchill dit « je ne peux pas vous l'accorder, il faut quand même que nous nous protégions nous-mêmes ». De Gaulle, quant à lui, soutenu par Paul Reynaud, prend fait et cause pour la résistance à l'Allemagne. Il se démarque ainsi de Pétain, de Weygand, de Gamelin, ce que Churchill ne manque pas de remarquer. On est le 11 et le 12 juin 1940. Enfin, le 16 juin 1940, alors qu'il entame à Londres sa dernière mission en tant que membre du gouvernement, le général de Gaulle ose, sans en référer à son ministre, faire détourner vers l'Angleterre un navire, baptisé le Pasteur, qui transportait en France un important arsenal qui avait été vendu par les États-Unis à la France. On a donc la réponse à la question. Si de Gaulle a tranché, malgré toute l'épouvante qu'il a ressentie le 17 juin 1940, pour la rupture définitive et la rébellion suprême, ce n'était pas le fruit du hasard. C'est parce que c'était dans sa personnalité même, depuis son adolescence, d'être un rebelle, d'être l'homme qui dit non, d'être l'homme qui a le courage de s'opposer à tous les pouvoirs s'il estime que l'essentiel est en jeu. Comme l'explique Jean Lacouture dans sa biographie, si de Gaulle est parti pour Londres, ce n'est pas seulement parce que fut adoptée à Bordeaux une politique contraire à ce qu'il estime qu'il devait être l'honneur et l'intérêt du pays. La demande d'armistice à l'Allemagne. De Gaulle ne pouvait pas l'accepter. Mais si de Gaulle a choisi la rupture définitive, c'est parce que c'était un homme qui était prêt à tout pour défendre l'idéal de sa vie. Un État exprimant et servant, par les voies et les idéologies les plus diverses, l'immuable et l'immortelle nation française. Et l'on me permettra ici une remarque. Certains la trouveront politicienne, je ne pense pas qu'elle le soit, ou en tout cas c'est de la politique avec de la hauteur de vue. Comment Macron, qui est l'antithèse même du profil psychologique de Gaulle que je viens de décrire, comment Macron peut-il oser commémorer la bataille de Montcornet, puis l'appel du 18 juin 1940 ? Que l'on nous explique quand, dans quelles circonstances, Macron et tous les européistes avec lui ont-ils mis leur carrière professionnelle en jeu ? Ont-ils renoncé à un déroulement de carrière ? Ont-ils mis leur vie en jeu pour défendre la souveraineté inaliénable de la France ? Quand est-ce qu'ils l'ont fait ?
Jamais. Macron est la quintessence de la collaboration à ceux qui veulent asservir le pays. En conclusion, j'aimerais citer ici la remarque rapportée par Alain Peyrefitte, bien des années après, suite au scandale planétaire créé par De Gaulle lors de sa visite au Québec en 1967 et de sa si célèbre phrase « Vive le Québec libre ». Pour justifier cette esclandre, l'homme du 18 juin avait confié cette pensée profonde à Peyrefitte, c'était son jeune ministre de l'Information. Il lui avait dit « Rien n'est jamais définitivement perdu dans la vie des peuples si leurs dirigeants ne s'abandonnent pas aux fausses fatalités de l'histoire. » Eh bien, c'est cela, l'esprit du 18 juin dont nous fêtons les 80 ans. Les Français ne doivent jamais s'abandonner aux fausses fatalités de l'histoire. Et pendant que plein de responsables vont aller déposer des gerbes ici ou là, moi, la gerbe commémorative de l'appel du 18 juin, c'est une gerbe symbolique, virtuelle, que je souhaite déposer dans le cœur et dans l'esprit de chaque Français qui m'écoute. L'appel du 18 juin, c'est le combat millénaire pour l'indépendance de la France, qui remonte à Philippe Auguste et qui va jusqu'à Charles de Gaulle. Tous les pays du monde rêvent d'indépendance et la célèbrent. Mais aujourd'hui, certains osent célébrer notre souveraineté et notre indépendance alors que nous les avons perdues. Nous ne sommes plus souverains. Nous ne sommes plus indépendants. Nous sommes mis sous une triple tutelle, celle de l'Union européenne, celle de l'euro et celle de l'OTAN. C'est pourquoi être fidèle à la lettre et à l'esprit de l'appel du 18 juin, c'est refuser cette triple et fausse fatalité de l'histoire. Cela fait bien longtemps que l'appel du 18 juin, cet appel à la mobilisation de tous pour sauver la patrie en danger de mort, eh bien ça fait bien longtemps qu'il n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Françaises, Français, arrivez-vous à ressentir cet appel ? Comprenez-vous bien que vous êtes appelés, vous aussi, à notre époque, à libérer notre pays des tutelles étrangères qui l'étouffent et le détruisent ? Ressentez-vous ce devoir patriote ? Comprenez-vous que le combat de Charles de Gaulle du 18 juin 1940 est toujours d'actualité et que notre mobilisation à tous est indispensable. Au fond de vous-même, interrogez-vous. Allez-vous laisser mourir la France en suivant des responsables politiques qui captent sans vergogne l'héritage de Charles de Gaulle pour pratiquer une politique d'abandon national comparable exactement à celle de Pétain et Weygand? Ou bien allez-vous répondre à cet appel en comprenant que de nos jours, l'appel du 18 juin se confond avec l'appel pour le Frexit? Vive la République et vive la France!